Un cinquième de tout le pétrole de la planète transite par un seul bras de mer. C'est le détroit d'Ormuz. Et la Chine, premier importateur mondial de pétrole, fait passer la moitié de toute son énergie par là chaque jour. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si ce passage était un jour perturbé. La Chine y pense depuis des années et elle construit discrètement une solution dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Le problème de la dépendance. La Chine est le plus grand importateur de pétrole brut au monde. Chaque jour, elle importe environ 11 millions de barils de pétrole du monde entier pour faire tourner ses usines, éclairer ses villes et faire avancer son économie, la deuxième plus grande au monde. Et environ la moitié de ce pétrole provient d'une seule région, le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, Oman, le Koweït. Maintenant, tout ce pétrole doit passer quelque part avant d'arriver en Chine, et la route la plus rapide, celle que presque tous les pétroliers empruntent, passe par le détroit d'Ormuz. Selon l'administration américaine de l'information sur l'énergie, 20 millions de barils de pétrole et de produits pétroliers traversent le détroit d'Ormuz chaque jour. Cela représente environ un cinquième de tout ce que consomme le monde entier. Et voici la partie qui empêche les planificateurs énergétiques de dormir la nuit. Plus de 84% de tout le pétrole transitant par le détroit d'Ormuz est destiné à l'Asie. La Chine est la première destination individuelle. Donc, ce que la Chine a, en réalité, c'est une chaîne d'approvisionnement où sa ressource la plus essentielle, le carburant qui alimente toute sa machine industrielle, doit passer à chaque livraison par un unique passage étroit de 1 mile de large. Les experts en énergie appellent à cela un point d'étranglement, et le détroit d'Ormuz est le plus important au monde. Le problème avec les points d'étranglement est simple, ils sont fragiles par nature. Une seule perturbation, un accident maritime, un conflit régional, voire une hausse des coûts d'assurance peut se répercuter sur les prix mondiaux de l'énergie en quelques heures. La Chine le sait mieux que quiconque. Et depuis 10 ans, elle travaille sur un plan qui pourrait complètement changer cette équation, non seulement pour la Chine, mais pour l'ensemble de la carte énergétique mondiale. Ce plan s'appelle le pipeline Gwadar-Kashgar, et pour comprendre pourquoi il est si important, il faut d'abord s'intéresser à une petite ville portuaire à la frontière du Pakistan, que la plupart des gens ne connaissent pas, le port que la Chine a construit presque à partir de rien. À l'extrémité sud-ouest du Pakistan, là où la mer d'Arabie rencontre le bord du golfe Persique, se trouve la ville de Gwadar. Il y a 20 ans, c'était une paisible ville de pêcheurs, avec quelques routes poussiéreuses, de petits bateaux et une poignée de marchés. Aujourd'hui, la ville ressemble à un projet sorti tout droit d'un plan directeur, parce que c'en est un. La Chine a très tôt identifié Gwadar comme l'un des endroits les plus stratégiques de la planète, et voici pourquoi. Gwadar se trouve à seulement 50 miles de la frontière iranienne et à quelques centaines de miles de l'embouchure du golfe Persique, la source d'une grande partie de l'approvisionnement mondial en pétrole. Comparez cela à la route actuelle. Actuellement, lorsque le pétrole du Moyen-Orient est chargé sur un pétrolier à destination de la Chine, ce navire quitte le détroit d'Ormuz, traverse la mer d'Arabie, passe par le détroit de Malacca entre la Malaisie et l'Indonésie, puis remonte vers le nord à travers la mer de Chine méridionale avant d'accoster enfin dans un port chinois. Ce trajet couvre environ 10 000 km. Imaginez maintenant que le pétrolier s'arrête à Gwadar. Le pétrole y est déchargé dans un port en eau profonde, situé juste à côté du golfe Persique, puis envoyé par voie terrestre directement vers le nord, au cœur de la Chine. La distance, environ 3600 km, soit moins de la moitié. C'est l'idée centrale derrière ce que la Chine et le Pakistan ont appelé le Corridor économique Chine-Pakistan, ou CPEC, un vaste réseau d'infrastructures, routes, chemins de fer, lignes électriques et, à terme, des pipelines reliant Gwadar jusqu'à Kashgar, dans la région du Xinjiang occidental en Chine. La Chine a déjà investi des dizaines de milliards de dollars dans ce corridor. Des routes ont été construites. Des centrales électriques ont été mises en service. Un tout nouvel aéroport international a ouvert à Gwadar en janvier 2025. Mais le joyau de la couronne, l'élément qui transformerait véritablement l'ensemble du projet d'une simple histoire d'infrastructure en un bouleversement mondial dans le secteur de l'énergie, n'est encore qu'une proposition, l'oléoduc. Et sa construction s'avère être l'un des défis d'ingénierie les plus complexes jamais tentés. Le rêve à 10 milliards de dollars, ce que l'oléoduc permettrait réellement de faire. Voici ce que l'oléoduc Gwadar-Kashgar est censé être. Un corridor souterrain de 1087 miles, soit à peu près la distance de Londres à Moscou, transportant du pétrole brut depuis la côte pakistanaise, traversant la chaîne de montagnes du Karakoram jusqu'à la province chinoise du Xinjiang, où des raffineries le traiteraient et le distribueraient à travers le pays. À pleine capacité, l'oléoduc est conçu pour transporter jusqu'à 1 million de barils de pétrole par jour. C'est assez pour remplir plus de 150 piscines olympiques chaque jour. Le coût estimé de sa construction s'élève à environ 10 milliards de dollars et le potentiel de rendement est énorme. Le pétrole de la Chine n'aurait plus besoin de parcourir 10 000 km autour de l'Asie du Sud-Est.
Il arriverait d'un port situé juste à côté de la plus grande région productrice de pétrole au monde, par une voie souterraine directe, en bien moins de temps et à un coût par baril bien inférieur. Le trajet des champs pétrolifères du golfe Persique jusqu'aux raffineries chinoises passerait de 10 000 km à environ 3 600 km. Ce n'est pas seulement un itinéraire plus court. Pour un pays qui importe 11 millions de barils chaque jour, cette différence de distance se traduit par des milliards de dollars économisés chaque année. Et voici ce qui fait de ce projet bien plus qu'un simple exercice d'économie de coûts. Un oléoduc souterrain ne traverse pas de point d'étranglement. Il n'a pas besoin de naviguer dans des mers disputées. Il ne ralentit pas lorsque le coût de l'assurance maritime explose. Il coule simplement, tranquillement, régulièrement, sous terre, peu importe ce qui se passe à la surface du monde. Pour la Chine, ce type de sécurité énergétique vaut presque n'importe quel prix. Mais il y a un obstacle, au sens propre du terme, une chaîne de montagnes. La chaîne du Karakoram n'est pas une montagne que l'on peut traverser à la légère pour construire. Elle abrite certains des plus hauts sommets de la planète, dont le K2, la deuxième plus haute montagne du monde. Le Karakoram se dresse entre le Pakistan et la Chine comme un mur érigé par la nature, précisément pour rendre ce projet aussi difficile que possible. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis le point de départ du pipeline au port de Gwadar, sur la côte, jusqu'à son passage en Chine au col de Khunjerab, à la frontière, le dénivelé est de plus de 4 km à la verticale. C'est comme partir du niveau de la mer et grimper jusqu'au sommet d'une montagne plus haute que tout ce qu'on trouve en Europe ou en Amérique du Nord, tout en construisant sur toute la longueur un oléoduc sous pression. Voici ce que cela signifie concrètement pour les ingénieurs. Le pétrole brut est épais, lourd, il ne veut pas s'écouler vers le haut. En altitude, les températures plongent bien en dessous de zéro. Par grand froid, le pétrole brut ne fait pas que ralentir, il commence à s'épaissir, presque comme du miel froid, jusqu'à s'arrêter complètement. Un oléoduc rempli de pétrole solidifié n'est pas seulement inutile, c'est une catastrophe à plusieurs milliards de dollars. Pour faire passer le pétrole par des cols comme le Khunjerab, les ingénieurs auraient besoin de stations de pompage, d'immenses installations placées tous les 120 km environ le long du trajet, suffisamment puissantes pour maintenir le pétrole en mouvement, à la fois contre la gravité et contre le froid. Pour la seule section entre Gwadar et Kashgar, une étude d'ingénierie réalisée en 2013 par l'Université nationale des sciences informatiques et de l'ingénierie du Pakistan a calculé qu'il faudrait 14 stations de pompage distinctes. Chacune de ces stations devrait être construite, alimentée en énergie, entretenue et sécurisée dans des zones où les routes sont quasi inexistantes et où les conditions météorologiques peuvent rendre l'accès impossible pendant des mois. Et il y a ensuite le défi de la construction. On ne peut pas faire passer de lourds engins à travers des cols situés à 4700 mètres d'altitude. On ne peut pas poser de pipeline dans des zones d'avalanche actives en utilisant du matériel standard. Chaque section de tuyau, chaque vanne, chaque composant de pompage devrait être transporté à travers certains des terrains les plus isolés de la planète, souvent par hélicoptère ou à dos de mule, puis assemblé sur place par des ouvriers travaillant dans des conditions qui mettent l'endurance humaine à rude épreuve. Il y a ensuite les défis moins tangibles. Le tracé du pipeline traverse le Baloutchistan, la plus grande mais aussi la plus sous-développée des provinces du Pakistan, une région qui lutte depuis des décennies contre la pauvreté, la frustration politique et l'instabilité. Les projets de développement dans cette région ont connu des revers répétés. Rien qu'entre 2021 et 2024, 14 incidents distincts ont visé des projets d'infrastructure le long du corridor CPEC. Les ingénieurs chinois travaillant sur les projets routiers liés au CPEC ont dû être accompagnés de plus de 15 000 membres du personnel de sécurité pakistanais. L'autoroute M8, longue de 893 km, une liaison routière clé qui doit exister avant que tout pipeline soit viable, est en construction depuis plus de 10 ans et n'est toujours pas terminée. C'est pourquoi le pipeline, initialement annoncé avec une date d'achèvement prévue en 2018, n'a pas été construit. Mais la montagne, et tout ce qui l'accompagne, a eu le dessus, du moins pour l'instant. Voilà pourquoi le monde observe malgré tout. Voici ce qu'il faut savoir sur le pipeline Gwadar-Kashgar. Même non construit, il est en train de transformer la façon dont les pays envisagent l'énergie, car ce que la Chine essaie de faire, construire un corridor énergétique terrestre qui contourne tous les points d'étranglement maritime d'Asie, constitue le modèle pour l'avenir de la sécurité énergétique mondiale. Réfléchissez-y du point de vue de la Chine. Actuellement, environ 45 à 50% de l'approvisionnement total de la Chine en pétrole brut passe par le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas une position confortable pour un pays qui a besoin de sécurité énergétique comme un être humain a besoin d'oxygène. La Chine a réagi à cela de plusieurs manières simultanément. Elle a construit l'une des plus grandes réserves stratégiques de pétrole au monde, estimée à environ 1,2 milliard de barils début 2026, soit de quoi couvrir environ 108 jours d'importation nette. Elle a diversifié ses fournisseurs, important davantage de pétrole de Russie via des oléoducs terrestres qui ne traversent aucun océan.
Elle a investi massivement dans les énergies renouvelables domestiques, prévoyant de plus que doubler sa capacité de stockage d'énergie, passant de 73 gigawatts à 180 gigawatts d'ici 2027, et elle a maintenu en vie le rêve du pipeline de Gwadar. En 2026, la Chine et le Pakistan ont réaffirmé leur engagement envers le CPEC dans le cadre d'une seconde phase, le CPEC 2, avec le développement du port de Gwadar et la modernisation de la route du Karakoram inscrit comme projet prioritaire. Le nouvel aéroport international de Gwadar, qui a ouvert en janvier 2025, fait partie de cette vision plus large. Construire d'abord les infrastructures environnantes, prouver que le corridor fonctionne, puis rendre le pipeline financièrement viable par la suite. Le Lowy Institute, l'un des principaux think tanks géopolitiques au monde, a qualifié le pipeline d'économiquement insoutenable dans sa forme actuellement proposée. Les coûts d'ingénierie sont énormes. Les défis en matière de sécurité sont bien réels. Le port de Gwadar ne peut toujours pas accueillir les plus grands pétroliers du monde. Mais les analystes disent aussi ceci, la Chine a l'habitude de construire des choses que tout le monde disait impossibles à réaliser. Le barrage des Trois Gorges, le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse du monde, le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, la plus longue traversée maritime de la planète. Chacun de ces projets a, à un moment donné, été qualifié de trop coûteux, trop ambitieux, trop difficile, et pourtant ils existent. Le pipeline Gwadar-Kashgar, lui, n'existe pas encore. Mais la question pour les marchés mondiaux de l'énergie n'est pas de savoir si la Chine va abandonner l'idée. La question est de savoir ce qu'il adviendra de la carte énergétique mondiale le jour où elle décidera enfin d'aller jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Des vidéos comme celle-ci demandent des heures de recherche pour être bien faites. Si ce genre de narration a de la valeur à vos yeux, il y a un lien dans la description où vous pouvez soutenir la chaîne selon ce qui vous semble juste. Même quelques dollars suffisent à permettre la réalisation de la prochaine vidéo. Aucune pression, vraiment. Et dans tous les cas, merci d'avoir regardé. Alors revenons là où nous avons commencé. Un cinquième du pétrole mondial, 21 miles d'eau. La Chine importe 11 millions de barils de pétrole chaque jour et environ la moitié transite par cette étroite passe de 21 miles. Le pipeline Gwadar-Kashgar est la réponse de la Chine à ce problème. Une autoroute énergétique souterraine de 10 milliards de dollars, s'étendant sur 1087 miles à travers l'une des chaînes de montagnes les plus extrêmes de la planète. Située dans cet espace fascinant entre l'ambition et la réalité, là où naissent toujours les plus grandes histoires d'infrastructures du monde. Mais voici ce qui me revient sans cesse à l'esprit. Le corridor CPEC, les routes, les centrales électriques, le port, l'aéroport, tout cela n'était autrefois qu'un simple projet, et, morceau par morceau, tout a fini par être construit. Donc la vraie question n'est pas de savoir si la montagne peut être franchie. La vraie question est, à quoi ressemblera l'énergie mondiale le jour où elle le sera? Nous venons de voir ce qui se passe lorsque la Chine essaie de construire à travers une montagne, mais que se passe-t-il lorsqu'elle tente de construire sous une mer entière? Même ambition, même ampleur d'ingénierie, mais un problème complètement différent. Cette histoire se trouve juste ici, et je pense qu'elle pourrait être encore plus extraordinaire que celle-ci.